Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. On vous souhaite la bienvenue, 19h04. Merci de votre fidélité. Aurélie Gros est avec nous. Bonsoir Aurélie. Bonsoir Cécile. Stéphane Pellet est avec nous aussi. Bonsoir Stéphane. Co-président du G500 citoyens, l'ONG citoyenne. Vous savez, c'est 500 associations et 500 000 sympathisants. Et puis ce soir, nous allons, comme chaque semaine, dérouler des sujets qui nous concernent tous et qui nous mobilisent. Et en tout cas, vous, dans votre vie quotidienne. Alors que la Fédération des centres-villes et villages se réunissait aujourd'hui à Paris pour son congrès annuel, nous partirons dans la Sarthe à la rencontre de Bouge ton coq, un mouvement citoyen qui veut revitaliser les centres-villages. Et ça, on adore. Et puis on parlera animaux aussi. L'été aura été particulièrement rude pour les abandons d'animaux et la condition animale dans toutes nos têtes. Vous le savez, direction Saint-Malo ce soir avec le collectif Animalo qui a tenu ce dimanche son premier festival sur la condition animale. Et puis en plateau avec nous en seconde partie d'émission, des initiatives porteuses de solutions partout sur le territoire, à Corbeil-Essonnes en Ile-de-France avec la plateforme de soignants Espace Vie qui lutte contre les déserts médicaux. Et vous aimez la justice, en tout cas le collectif Amour de la justice qui milite pour le rapprochement entre les usagers de la justice et les magistrats, avec Jérôme Posa sera avec nous pour aborder la question des violences faites aux femmes et qui défraie bien entendu, vous l'avez vu, l'actualité. Et on commence par les commerces qui désertent peu à peu les centres-villes, mais il existe des solutions. Et pour en parler, Christophe Brochot est avec nous. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous, cette association Bouge ton coq, dont on entend de plus en plus parler, qui favorise en tout cas et qui dynamise les centres-villes. Expliquez-nous, racontez-nous un petit peu. Bouge ton coq, c'est en effet une association, c'est d'intérêt général, c'est citoyen d'abord, et ça part d'un principe qui est de se dire qu'il y a beaucoup d'initiatives et beaucoup d'énergie dans les territoires, donc c'est vraiment une vision très positive de la ruralité, et en même temps il y a pas mal d'enjeux et des difficultés auxquelles il faut faire face. Donc on aura peut-être l'occasion d'en reparler, mais la première d'entre elles, c'est la désertification commerciale. Il y a 60% des villages en France qui aujourd'hui n'ont plus aucun commerce. Alors, je vous passe toutes les difficultés que ça peut représenter d'un point de vue économique, écologique, la vie, le lien social. Enfin, c'est quand le dernier commerce ferme dans un village, c'est un peu la lumière du village qui s'éteint. Donc, c'est vraiment difficile pour toute la population. Et en même temps, il existe des solutions qui viennent du terrain, des solutions qui viennent des villages. Christophe, Aurélie Gros veut réagir. Bonjour Christophe. Moi j'aimerais quand même saluer, parce que cette plateforme c'est quand même un mouvement citoyen et solidaire. C'est Bouge ton coq a quand même créé la première plateforme de dons pour financer l'intérêt général dans les villages, et on sait aujourd'hui la difficulté qu'on a de reconnaître d'ailleurs ces tout petits villages de France où en fin de compte on est là à essayer qu'ils fusionnent entre eux. On est là en train de casser en fin de compte cette identité française, et Bouge ton coq, c'est un mouvement citoyen qui permet, et c'est pour ça qu'on les fait intervenir aujourd'hui, ça permet de dire voilà, la France c'est ça, et nous on a envie de le défendre, on a envie de le porter, on a envie d'être là pour que on redynamise en fin de compte ces villes et villages de France, qu'on ramène du commerce. Alors le commerce, vous savez ce que ça veut dire, quand vous avez du commerce, vous avez des médecins. Vous avez des médecins, vous avez des entreprises, vous avez des gens qui s'installent, vous avez l'immobilier qui augmente. Et aujourd'hui, je pense que Bouge ton coq, au-delà de ramener des commerces dans les villages, au-delà de trouver des dons, c'est aussi une dynamique. Et ils essayent de revivre cet esprit village et cet esprit France. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont là aujourd'hui, donc j'aimerais le dire. Christophe Brochot, vous êtes dans la Sarthe, mais est-ce que vous essayez d'essaimer Bouge ton coq un peu partout dans les autres départements français? Oui, alors d'abord, je suis dans la Sarthe parce que j'habite dans un petit village sartois et je suis arrivé depuis de nombreuses années. On s'en doutait. Avec un centre-ville. mais je suis auvergnat d'origine et j'ai cofondé Bouge ton coq avec mon frère. On est auvergnat et donc la ruralité, on la connaît depuis tout petit, j'ai envie de dire, et c'est pour ça que ça nous parle. Donc oui, la logique Bouge ton coq, c'est un mouvement national. Donc on n'est pas dans la Sarthe exclusivement. Et sur la désertification commerciale, avec mon EPI qui est notre partenaire, on crée des associations vraiment créées par des citoyens dans les villages. On en a créé plus de 140 aujourd'hui avec mon EPI.
Donc c'est vraiment à peu près sur tous les territoires de France. Donnez-nous un exemple concret, un village, racontez-nous en une minute l'histoire. Par exemple, à Chervé-Cuba, en Dordogne, là on est en Dordogne, et donc ce sont des citoyens qui se réunissent, et il y a un local qui est mis à disposition par un ancien commerçant qui a fermé boutique, c'était une boucherie, je crois d'ailleurs à l'origine, et puis des citoyens se réunissent en se disant, mais finalement, on a envie que notre village revive, on peut peut-être faire quelque chose, nous, et se coordonner et se réunir pour recréer du lien social, et si on crée une épicerie associative. Et c'est là que nous intervenons avec mon épi. C'est là où il y a des initiatives, très souvent on ne sait pas comment faire. Comment est-ce que je crée une épicerie? Moi je ne suis pas épicier, on ne m'a jamais appris à faire. Et finalement, il y a des choses qui marchent ailleurs. Et nous, on les accompagne en leur donnant ces solutions, en les accompagnant, en donnant de l'ingénierie, et on les accompagne de A à Z jusqu'à la création d'épiceries. Christophe Brochot, alors j'imagine que les subventions viennent des dons, mais aussi des subventions des entreprises. C'est quoi? C'est du mécénat aussi? Oui, c'est à la fois du mécénat, de la subvention. On est labellisé France Relance, donc il y a des subventions départementales, régionales, du mécénat évidemment des entreprises, et puis du don citoyen. Mais la logique, elle est vraiment la création de Bouge ton coq, c'est de se dire les citoyens, nous citoyens. On doit prendre la main, on doit être partie prenante. On ne peut pas tout attendre, ni des pouvoirs publics, ni des entreprises. On peut faire des choses, on peut se mobiliser, mais très souvent, on ne sait pas comment. Et on a besoin de l'aide, évidemment, des pouvoirs publics et des entreprises, parce que finalement, faire société, c'est ça aussi, c'est être réunis autour de projets communs et de projets collectifs. Donc, initions ces projets collectifs, initions ces démarches pour répondre aux problématiques et demandons de l'aide aux uns et aux autres, mais ça part du citoyen. Christophe Brochot, est-ce que ce sont finalement des propositions entrantes? Est-ce que ce sont les communes qui viennent vous voir? Qui vient vous voir en fait? Vous êtes sollicité par qui aujourd'hui? Alors, évidemment, on travaille avec des partenaires parce que seul on n'est rien, nous c'est du collectif. Donc on travaille avec l'Association des maires ruraux de France, donc il y a des maires qui viennent nous voir, on travaille avec des associations rurales, familles rurales par exemple. Ce sont des citoyens qui viennent nous voir et on fonctionne maintenant par des appels à candidature pour les citoyens ou pour les maires qui peuvent se manifester en disant mais ils lèvent la main, ils disent mais nous ça nous intéresse, nous on est 5 citoyens, nous on a un local ou pas encore, on a envie de créer un commerce, ils peuvent se manifester et à ce moment-là on crée ce qu'on appelle des promotions, c'est-à-dire que tous ces petits groupes locaux on les réunit, on crée une sorte de grande promotion un peu partout sur le territoire français. La dernière regroupait plus de 40 manifestations citoyennes un peu partout sur le territoire. Et on les accompagne, et c'est génial l'émulation qu'il y a, parce que vous avez un groupe de citoyens en Dordogne, un qui est dans le nord de la France, un qui est en Bretagne, et finalement on les regroupe et on les amène à la création de cette épicerie, et ils peuvent échanger entre eux sur des sujets qu'ils partagent au même moment. Donc avec c'est une émulation dingue. Sur des effets de circuit court? Alors, oui, on l'a pas dit, mais les épiceries en 3 mots, c'est formidable parce que c'est un collectif de citoyens, donc il n'y a pas de salariés, il y a 0 marge qui est pratiquée sur la vente des produits, ce qui veut dire qu'on soutient les petits producteurs parce qu'on les rémunère au juste prix. C'est pas cher, c'est grosso modo 10 à 15% de moins en termes de prix que la grande distribution, donc c'est bon pour le pouvoir d'achat. C'est 75% de produits qui sont en circuit court, donc c'est bon pour l'écologie, et ça rallume la lumière dans le village, donc c'est bon pour le lien social. Aurélie Gros. Juste une question, Christophe, vous pensez quoi du principe de fonds d'abondement? Parce qu'en fin de compte, quand on écoute votre projet, si les collectivités territoriales, si l'État se mettait en place vraiment réellement sur des projets citoyens le principe de fonds d'abondement, c'est-à-dire le fait que des collectifs de citoyens se mettent ensemble et ensuite l'État où la collectivité territoriale rapporterait le 1 pour 1, 1 euro pour 1 euro, je pense que sur votre projet, ça pourrait être quelque chose de relativement intéressant. C'est-à-dire que si vous portiez un projet et que vous le donniez à la collectivité ou à l'État,
en fin de compte, avec ce que vous rapporteriez, l'État abonderait. Donc le principe de fondamendement. Quoi. Christophe Brochot, en 30 secondes. TTC. C'est la question parce que j'écoute. Je suis fan. C'est gentil d'abord, merci de nous avoir invités. Et je ne retirerai pas un mot de ce que vous aviez dit précédemment, mais oui, la logique de l'abondement, c'est exactement notre logique. C'est-à-dire que notre logique, elle est en effet de dire ça part du citoyen et après, l'État doit à la fois en amont créer des cadres réglementaires qui nous aident à vivre et en aval soutenir évidemment les initiatives qui sont faites. Donc le système de l'abondement, c'est un peu ce que l'on fait, mais à la façon de M. Jourdain. Merci Christophe Brochot. Alors pour nos auditeurs des petits villages d'Occitanie, de Nouvelle-Aquitaine, vous voulez avoir une petite épicerie, un petit commerce multimodal solidaire dans votre village, bouge ton coq. Comme le verbe bouger, ton coq, le mâle de la poule. Voilà, c'est ça. Il cherche des trucs. Et Philippe, est-ce que je peux juste me permettre une dernière chose? On va lancer l'appel à candidature d'ici la fin de l'année. Et pour les personnes qui sont intéressées, contact@bougetoncoq.fr. Parfait. Très bien. Et la semaine prochaine, c'est un débat qu'on pourra prolonger parce que je pense qu'on recevra l'un des porteurs du programme Action Cœur de Ville et des fédérations des centres-villes. Voilà. Restez avec nous dans quelques instants. On va vous parler conditions animales, abandon des animaux, un sujet qui est au cœur des Français. Restez avec nous, c'est le grand matin. C'est pas du tout le grand matin. C'est les vraies voix citoyennes. 4 heures de grand matin et c'est parti. Voilà, c'est le soir. On vous souhaite la bienvenue. Merci de votre fidélité. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix citoyennes. Aurélie Gros, Stéphane Pellet. Oui, grâce à Aurélie Gros et Stéphane Pellet du G500, on a accès à toutes ces belles initiatives, ces belles associations. Et justement, nous sommes avec Agnès Paumont. Bonjour Agnès, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous puisque le 25 septembre 2022 s'est tenu à Saint-Malo la première édition du Forum de la condition animale. À l'initiative de ce rendez-vous, un groupe de travail mis en place par la police nationale et la municipalité réunissant Animalo, la SPA et d'autres associations œuvrant pour le bien-être animal. Et justement en France, chaque année, 200 000 animaux de compagnie sont victimes d'abandon et les ventes d'animaux en ligne encouragent ce trafic et les importations illégales. Pour lutter contre ce phénomène et favoriser l'adoption d'animaux plutôt que leur achat, seriez-vous favorable ou opposé à l'interdiction de la vente des animaux de compagnie via les petites annonces et les réseaux sociaux? C'était un oui à 80%. Est-ce que, bienvenue déjà Agnès Paumont, Stéphane Pellet, un petit laïus sur cette association? Alors, c'est une association très originale puisqu'elle mélange donc la police nationale, les pompiers, mais aussi une antenne locale, en tous les cas une association locale de la SPA. Et puis, elle a eu cette initiative à Saint-Malo, avec la mairie, bien sûr, de lancer un festival sur la condition animale. Et là où c'est passionnant, mais je crois qu'on écoutera surtout Agnès Paumont nous en parler, là où c'est passionnant, c'est que ce sont des personnes qui ne sont pas sur un créneau particulier de la condition animale. Ils sont là pour nous raconter que sur la planète, nous sommes différentes espèces à vivre. Ils discutent aussi de la mer, de l'avenir des poissons, enfin, etc. Et ils considèrent que on forme un tout. D'ailleurs, c'est amusant, mais il y a peu de jours, il y a une personne qui vient de sortir un magnifique livre qui s'appelle Pluie des oiseaux et qui raconte comment les oiseaux parlent et non pas chantent. Et c'est une espèce en soi qui est malheureusement en train de disparaître. Voilà. Donc Agnès Paumont, je vous laisse entre les mains de Philippe David. Justement, Agnès Paumont, comment est né ce forum qui a eu lieu hier ? Eh bien, d'abord, merci de cette invitation. Je suis très contente de pouvoir défendre cette cause sur vos ondes. Alors, comment est né? Vous l'avez très bien dit, un groupe de travail initié par le service de police, le commandant Brayeux et le major Bayeux, de personnes qui sont très impliquées dans la cause animale et dans la cohésion police, territoire, population. Et dès les premières rencontres du groupe de travail auquel étaient invitées différentes associations du bien-être animal, est née cette idée d'organiser un forum pour fédérer toutes les initiatives locales et travailler non pas chacun dans son coin, comme ça se fait malheureusement trop souvent, sa petite chapelle et tout va bien. Non, là on a essayé de regrouper faire une synergie pour la cause animale à différentes échelles, une échelle locale et une échelle nationale, voire internationale, puisque la cause animale concerne, je veux dire, est conjointe à tous les problèmes de règlement climatique, les problèmes d'alimentation, différents
différentes échelles. Et Voilà. Agnès Paumont, quand on est sur le terrain, est-ce que finalement on se rend compte de cette émulation et cette appétence qu'ont les gens pour les animaux? Parce qu'on en parle, mais c'est vrai que sur place, on se rend compte que forcément, il y a foule. Alors justement, on a voulu éviter ce piège de rester dans la limite de l'animal domestique, donc de l'animal au service de l'homme, du bien-être de l'homme, du plaisir de l'homme. On ne voulait pas se cantonner dans ce... On a largement ouvert à la faune sauvage, à la protection animale, dans un sens beaucoup plus large. Ça n'a pas été un forum des chats et des chiens. Et vous faites un lien clair entre le bien-être animal et le dérèglement climatique. Donc c'est plutôt intéressant, vu ce qu'on a vécu cet été. Donc ce serait bien que vous puissiez nous en parler, parce que je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Agnès Paumont. Je pense qu'il y a une idée qui est vraiment l'idée de base. C'est que la nature peut se passer de l'homme, mais par contre l'homme, lui, ne pourra pas se passer de la nature, de la faune et de la flore. Donc je pense qu'à partir du moment où on fera prendre conscience de cette évidence à un maximum de personnes, peut-être que le regard va sur l'environnement, dans le sens général, va changer, et qu'on va s'apercevoir que l'on doit respect et protection à cet environnement. Justement, Agnès Paumont, vous êtes pour l'obligation de stérilisation des chats errants avec financement par les municipalités? Oui, nous travaillons également sur ce problème. Alors, à l'échelle locale, bien sûr, le territoire du pays de Saint-Malo a ses problématiques de chats errants, les animaux liminaires, les animaux qui vivent en liberté dans la ville, comme les goélands, comme les lapins. Enfin, il y a beaucoup de... Donc, on a à résoudre des problèmes à l'échelle locale. Et la stérilisation des chats errants est effectivement un problème. Donc, la ville de Saint-Malo s'est engagée avec 30 millions d'amis à un package de stérilisation par an. La SPA de Saint-Malo s'engage également à faire une centaine de stérilisations. Maintenant, il y a le nerf de la guerre, l'argent. Tout ça, ça coûte. Et nous ne fonctionnons, tout ce forum, toute cette association, toute cette activité ne fonctionne que sur le bénévolat, la conviction, l'engagement de personnes sans moyens. Oui. Donc, je ne vais pas m'opposer. J'entends trop souvent, on ne fait pas ceci parce qu'on n'a pas de moyens, on ne fait pas cela parce sans moyens, on peut déjà faire avancer les choses, on peut déjà œuvrer. Avec moyens, c'est sûr qu'on pourrait encore faire mieux. Agnès Paumont, est-ce que les vétérinaires, par exemple, est-ce que des métiers, tous ces métiers qui sont connexes à ces sujets, s'engagent aussi auprès de vous ? Oh, ils sont très sympathisants, l'engagement, mais qu'on va travailler dessus, parce que sur Saint-Malo, on manque d'un service d'urgence pour animaux. Si un dimanche, on trouve un animal blessé dans Saint-Malo, on ne sait pas quoi en faire. On le laisse mourir sur un parking, comme c'est arrivé hier matin, malheureusement, matin du forum. Donc, on travaille là-dessus. On travaille sur le retour d'une fourrière éthique avec un dispensaire. Les associations comme Alarc, qui travaillent sur les cétacés, la protection des cétacés, ne savent pas, un cétacé blessé, on ne sait pas quoi en faire sur le territoire de Saint-Malo, où l'emmener. La LPO, pareil, la protection des oiseaux blessés, on ne sait pas, où il n'y a pas de dispensaire, pas d'urgence. À Paris, c'est la même chose, je vous assure que c'est le même problème. Je pense que c'est la même chose sur le territoire, bien sûr. Donc voilà des problématiques à résoudre. Donc on doit travailler auprès, bien sûr, des vétérinaires, essayer de mettre en place des services d'urgence le week-end, le soir, travailler dans la pédagogie, c'est énorme aussi, des modules d'éducation, instruire au respect, au devoir. Un animal domestique, c'est un animal qu'on a élevé, qu'on fait rentrer dans la famille pour participer à notre vie. Le minimum qu'on lui doit, c'est le respect et la protection. C'est une responsabilité. Stéphane Ce qui est très beau dans cette idée de votre action et de ce forum, c'est de montrer que justement, c'est pas juste une catégorie de la population, ceux qui auraient des chiens et des chats, qui se préoccuperaient de ça, mais c'est vraiment cette question de toutes les espèces qui cohabitent sur notre très belle planète, laquelle ne nous appartient pas. Donc vous avez, je trouve, un très très beau message. Comment vous travaillez, vous avez dit, avec la police et la gendarmerie et les pompiers en 30 secondes.
Et on travaille en réunion mensuelle avec, on parle des signalements, des animaux maltraités, et on parle des problèmes plus généraux et de quels moyens faire avancer la cause sur le territoire et essayer d'étendre, d'interpeller les pouvoirs publics, et de faire de la pédagogie. Faire de la pédagogie à tous les niveaux, voilà. Merci beaucoup Agnès pour le moment d'avoir été avec nous. Oui. Et justement, pour rejoindre les propos d'Agnès, la semaine prochaine, on recevra le directeur de la SPA pour continuer ce sujet, parce que je pense que c'est un sujet dont il faut parler. Il faut marteler, parce que les gens n'entendent pas assez parler de la condition animale et du nombre d'abandons qu'on a pu avoir cet été, donc il faut continuer. Je peux rajouter juste un petit mot. 10 secondes. En ce qui concerne la faune sauvage, le meilleur service qu'on pourrait leur rendre, c'est leur foutre la paix. Et quand on voit l'extension du pastoralisme industriel qui grignote les espaces vitaux de la faune sauvage, ours, loups, il faut arrêter ça aussi. Et le message est passé. Merci d'avoir été avec nous. Restez avec nous dans quelques instants. Une autre association, Espace Vie. On parle santé dans quelques instants. Santé dans les territoires aussi. Il est 19h27. Merci d'être avec nous. C'est les VV jusqu'à 20h. Les vraies voix citoyennes. On est allé dans la Sarthe. On est allé à Saint-Malo. On va prendre la direction de l'Île-de-France. Maintenant, direction Corbeil-Essonnes, où l'association Espace Vie, née en mai 2013 à l'initiative de professionnels de santé, a créé une plateforme de coordination des soins primaires. Aurélie Gros, parlez-nous-en. Eh bah oui, puisque la désertification médicale, mon cher Philippe, c'est pas que dans les petits villages, c'est partout en France. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet intéresse tous les Français. On le trouve en Île-de-France et l'initiative qu'a portée Damien, il y a quelques années maintenant, il avait anticipé, est assez exceptionnel. Il a fédéré des professionnels de santé, il les a mis ensemble pour construire des parcours de soins. C'était une première en France, c'est unique, c'était une première en France, et j'aimerais d'ailleurs qu'il nous explique un petit peu comment c'est né, pourquoi, parce qu'à l'époque on parlait pas encore de désertification médicale. Bonsoir Damien Nicolini. Bonsoir à tous, bienvenue. Merci de votre invitation. Merci. Racontez-nous tout ça. Alors, avant de vous parler de notre histoire, je voudrais juste rappeler quelque chose de très simple, c'est que la médecine en général, c'est un patient face à un professionnel de santé qui est formé. C'est quelque chose de simple en théorie. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on est loin de la simplicité et on est sur plutôt du millefeuille et qui rend complètement invisible tout ce qui se passe. Donc en 2013, on a la chance ou la malchance de lire le rapport Cordier qui a servi de base à l'écriture des lois de santé, qu'aujourd'hui nous voyons les conséquences. On s'aperçoit qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre, il y a une nouvelle loi, mais il y a toujours un temps d'adaptation. Et on s'aperçoit qu'en 2013, aujourd'hui, ce rapport Cordier a servi de base pour l'écriture de la loi Touraine en 2015. Et après, les idées sont reprises par M. Macron quand il arrive au pouvoir, avec comme objectif de créer 1000 CPTS, donc 1000 communautés professionnelles territoriales de santé, et 2000 maisons de santé qui commencent à être connues. Et donc, on a cette chance de lire ou de... Ce qui est plutôt une bonne chose aujourd'hui, L'organisation, moi je suis pour la structuration des soins primaires, il n'y a aucun problème. Soins primaires, c'est tout ce qui s'articule autour du médecin généraliste, mais qui s'est délité dans le temps, parce qu'aujourd'hui, le médecin généraliste a plus ou moins disparu, puis toutes les autres professions. On parle toujours du médecin, mais expliquer aux familles qui ont besoin, quand vous avez fait un AVC ou quand vous avez un enfant handicapé, de trouver un kiné ou une orthophoniste, c'est tout aussi le parcours du combattant. Et donc en 2013, on lit ce rapport et très rapidement on se rend compte qu'il y a des choses à faire et que ce rapport préconise un certain nombre de mesures et que on est partisans de s'organiser nous-mêmes plutôt qu'on vienne nous imposer quoi que ce soit. Donc on crée cette association. Au début, on est 20. Et j'ai d'ailleurs quelqu'un qui lève la main pendant l'assemblée qui me dit qu'est-ce qu'on va faire. Je dis on fera bien ce qu'on a envie. Et l'objectif, c'est de répondre à nos problématiques et d'essayer de trouver nous-mêmes des solutions dans un premier temps. Bien mal nous en a pris parce que jusqu'en 2013-2015, donc on tâtonne, on ne sait pas trop par où commencer. Et dès 2015, on se dit tiens, si on commençait à mettre un numéro de téléphone unique pour aider nos collègues. Et là, commence la grande histoire où en fait, les gens commencent à nous appeler parce que plutôt que de perdre du temps à essayer de trouver des solutions qui sont de plus en plus difficiles à trouver, on se met à disposition à leur disposition pour prendre en charge leurs patients. Donc au début, on est une bande de farfelus, on est sur la plage, on essaie de trouver des solutions avec ce numéro de téléphone. La plage de Corbeil-Essonnes. Non, mais la plage en vacances, même la plage en vacances. Mais ce que je veux dire, c'est que pour que ça fonctionne toute l'année, on n'avait pas beaucoup de moyens, on n'avait que nos cotisations. Qu'est-ce qui revient tout de suite le
plus souvent dès que le téléphone est mis en place, la ligne est mise en place, les demandes. C'est des demandes. Alors c'est des demandes qui sont un peu perdues. Je trouve pas de solution. Puis je suis le joker. On m'a dit qu'il y avait ce numéro-là, je vais l'essayer. Et puis ce numéro-là, comme on connaît un petit peu les ficelles du secteur, on trouve des solutions. Ça veut dire que ce sont des gens qui ont déjà cherché. Ce sont que des professionnels. Voilà. Nous sommes un réseau de professionnels à professionnels, et c'est ce qui permet de qualifier la demande. Aujourd'hui, notre problématique, vous avez entendu les problématiques des agendas en ligne où les gens font de la consommation et ne vont pas à leur rendez-vous. Moi, c'est moi, professionnel de santé, je suis face à une difficulté. Est-ce que tu peux me trouver une solution ? Et peut-être, si je suis disponible, je pourrais te rendre un service. Mais comme c'est vertueux, les gens se rendent des services. Cet été, juste un chiffre, on est arrivé, on a fait pratiquement 1000 prises en charge. On a 99,6% de prises en charge effectives par des professionnels en plein mois d'août, alors que personne n'est disponible. Et il y avait le Covid aussi. Il y a le Covid, donc c'est qu'on a eu à un moment donné, on a pris jusqu'à 14 000 patients dans l'année sans aucun financement. C'est-à-dire qu'on a été complètement ignoré. Ce que je disais, c'est qu'on n'a jamais un directeur qui est venu nous voir pour regarder ce qu'on faisait. C'est ça la taille de l'oreille que vous avez une énorme oreille rouge qui clignote. Non, je plaisante. Et c'est quoi les freins en fin de compte ? Qu'est-ce que vous attendez ? Parce que pourquoi vous n'êtes pas entendu par les ARS, par l'État ? Pourquoi vous n'êtes pas reçu dans les ministères pour régler cette problématique ? Parce qu'en fin de compte, vous avez trouvé une solution qui pourrait répondre à un grand nombre de territoires et on il se passe rien. Il se passe rien. Alors il y a deux questions. Les deux questions, c'est pourquoi. La première chose, c'est parce que il y a un cadre et que malheureusement en France, on sort pas du cadre. Non, il y a un dossier administratif de 230 pages, au moins. Voilà, on va aller plus loin. Il y a un millefeuille, mais le problème, c'est que comme il n'y a pas de crème, il est indigeste. Voilà. C'est ça. Et donc ce cadre-là, maintenant, comme il y a des budgets fléchés, on peut pas vous financer. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de croix, on pouvait pas vous financer. Oui. Maintenant, il n'y avait pas de cases avant, donc on ne pouvait pas vous financer. Maintenant qu'il y a les cases, on ne peut plus vous financer parce que vous ne rentrez plus dedans. Donc ça veut dire qu'on a commencé en 2016 à écrire le premier projet de santé quand la loi est sortie. Mais nous, déjà, un infirmier à la tête de ça, déjà, ils ne comprennent pas trop, même si on a plein de médecins avec nous. Ensuite, une fois qu'on avait déposé le projet, comme ça n'existait pas, qu'il n'y avait pas de cadre, il y avait juste une loi chapeau qui ne précisait rien, on ne savait pas comment faire. Et puis tout de suite, il y a eu cette vision, toujours pareil, du territoire. C'est qu'on a l'impression toujours que c'est hégémonique, alors que nous, ce qu'on veut, c'est juste articuler les acteurs de ville et de l'hôpital ensemble autour du patient. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes en autogestion. D'où viennent les fonds ? Est-ce que ce sont des systèmes d'abonnement des professionnels de santé ? Comment ça se passe ? Aujourd'hui, comme j'ai parlé tout à l'heure des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé, qui elles-mêmes sont financées, elles-mêmes financent le service. Mais il s'avère qu'aujourd'hui, les structures hospitalières, comme elles sont positionnées sur le territoire, elles ne sont pas forcément sur les territoires de ces CPTS-là. Oui. Et personne aujourd'hui a la réponse de comment on fait pour gérer ça. Donc quand un hôpital fait une demande, il faudrait qu'on sache sur quel CPTS elle est. Vous voyez bien, avec le turnover qu'il y a à l'hôpital, les difficultés qu'ont l'hôpital a bien d'autres choses à faire que de savoir où est le patient. Et puis je voulais préciser aussi quelque chose, c'est que le patient, il a quand même le libre choix de son praticien, et que globalement aujourd'hui, il peut très bien avoir un médecin sur une communauté professionnelle territoriale de santé, il peut avoir un infirmier sur une autre et un pharmacien. Et comment on fait pour articuler tout ça ? Et sans compter que quand on regarde vraiment la cartographie des CPTS, on a fait les agglos forcés avec les communes, c'est-à-dire on a imposé des communes à se mettre ensemble, et en fin de compte, on n'a pas calqué les CPTS, c'est-à-dire qu'on a mis des communes avec d'autres CPTS, donc qui ne correspondent pas aux agglomérations. Donc en termes de gestion pour le patient, c'est juste un casse-tête. Les patients ne comprennent même pas ce qu'est une CPTS. Il faut réagir par bassin de vie, n'est-ce pas Et puis oui, c'est assez vaste. En fait, les règles qui vont s'appliquer en Corrèze vont pas être les mêmes à Paris, vont pas être les mêmes dans l'Essonne. Et d'ailleurs, on s'aperçoit encore une fois, ça va peut-être probablement très bien marcher au milieu rural, parce qu'il y a un territoire avec un hôpital. Quand vous êtes sur un territoire comme l'Essonne, vous avez plusieurs hôpitaux qui sont en plus limitrophes avec les départements. Oui. Comment voulez-vous organiser cela pour que le patient il reste libre, indépendant, et que l'hôpital puisse fonctionner rapidement ? Daniel Nicolini, vous avez parlé des ARS avec Aurélie Gros. Comment ça se passe avec les ARS, dont beaucoup de professionnels de santé ne disent pas le plus grand bien ? Agence régionale de santé. Oui. Bien Merci vu. Stéphane. Alors je vois qu'il y a marqué Parlons vrai sur les murs du studio. Je vais pas taper sur l'ambulance parce que je pense que les ARS, on a besoin d'une organisation. Ce que je peux regretter, moi, c'est l'absence de formation des agents. Je pense qu'il y a des gens très intéressants dans les ARS, des gens qui sont brillants. Manque de formation sur quoi ? Sur la gestion ? Le problème, c'est qu'on vous demande de prendre des décisions sur quelque chose qui n'existe pas. C'est quand même extraordinaire. Hein. Donc le problème, c'est que vous avez des gens qui sont en face de vous, ne connaissent pas, et on leur demande de mettre en place.
Alors après, vous savez, vous avez un milieu aussi. Alors quand je dis politique, c'est au sens large. C'est-à-dire qu'il y a des décisions qui ne sont pas prises en fonction du patient. Si on articulait tout au niveau patient, le problème c'est qu'aujourd'hui il y a une pléthore de dispositifs, les contrats locaux de santé, les maisons de santé, les CPTS. Je peux vous en sortir. C'est-à-dire que pour la même chose, vous avez 12 dispositifs qui existent. Chacun est en fait en train de défendre plus son budget que comment on va prendre en charge le patient. Mais c'est pas un peu l'histoire de la France, ça, c'est-à-dire qu'il y a des limites administratives partout, des dossiers, des papiers, des fonctionnaires bien formés, mais finalement qui ne font qu'appliquer ces fameuses limites. Et vous, qui débarquez dans le paysage, qui connaissez un grand succès avec votre plateforme, vous nous avez dit que vous êtes monté jusqu'à 1000 professionnels, peut-être en ce moment, je ne sais pas à combien vous êtes. Et puis le même État qui vous a pas bien suivi et ne vous suit pas, d'un seul coup, par exemple, il bascule sur Doctolib, une solution privée, quand il veut gérer le Covid. Et aujourd'hui, on se dit que les gens ne vont pas, honorer leur rendez-vous. C'est complètement paradoxal. C'est ça. Aujourd'hui, je pense beaucoup à la proximité. Mais la solution, ce serait quoi, selon vous? De simplification, une grosse simplification. Je pense qu'on a besoin de... Je reviens sur ma simplicité, à simplifier. Aujourd'hui, mes collègues sur les CPTS nous disent qu'ils passent déjà plus de temps sur les tableaux Excel. On est en train de refaire exactement la même chose qu'à l'hôpital. C'est dommage. Donc, simplification. Je pense aussi augmentation des honoraires. Et puis, quoi qu'on en pense, même si on améliore les conditions, à un moment donné, j'ai constaté, c'est que quand des villes se développent, on fait des contrats avec l'État sur les transports, sur un certain nombre de choses, mais la santé n'est jamais inclue. Donc vous avez des écoquartiers qui ouvrent complètement, mais il n'y a rien du tout qui est prévu en termes de santé. Voilà, donc on ne prétend pas avoir la solution. On a une solution qui fonctionne, qui permet d'améliorer la prise en charge de nos patients. Je pense que tous les gens qui l'ont utilisé sont assez contents parce qu'ils le réutilisent aujourd'hui. Donc il nous faut, je pense, être vraiment plus proche du terrain et surtout ne pas oublier c'est qu'il y a des patients et que c'est pas aux patients de s'adapter au système, et c'est bien simple de s'adapter aux patients. Et vous savez, c'est un peu l'utilité de cette émission, c'est de mettre la lumière sur toutes ces absurdités, et Aurélie Gros et Stéphane Pellet sont sur le terrain aussi pour trouver des solutions. On va essayer de vous trouver des solutions, on ne sait jamais, on va bouger les choses, parce que c'est pas bouge ton coq, mais c'est bouge le reste, avec les vraies voix et les vraies voix citoyennes. Et dans un instant, on va parler de justice. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, c'était hyper intéressant. Et on va essayer de faire bouger les choses. On est ensemble jusqu'à 20h, on vous souhaite la bienvenue, Sud Radio. Absolument, et grâce à eux, beaucoup d'associations, beaucoup d'engagement. Ça s'appelle le G500, et c'est bien d'en parler. Tiens, Stéphane Pellet, on va rappeler ce que c'est que le G500, parce que ça peut permettre aussi à certaines associations de vous rencontrer, par exemple. Vous le savez, il y a dans notre constitution, dans notre démocratie, il y a les gens qui sont les représentants, les élus, les députés, les parlementaires, les maires, etc. Et puis à côté, il y a toute la vie citoyenne. Eh bien, on a décidé qu'une fois par an, et il y aurait le sommet de la société civile, le G500. Pourquoi G500? Parce que c'est un clin d'œil au G7, au G20, là où il y a nous on est plus. Les gens importants. Voilà. Et on va parler de la justice ce soir. Amour de la justice avec Jérôme Posa, président de ce collectif national. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à tous. Et justement, c'est Stéphane, puisque vous avez la parole, racontez-nous cette jolie histoire. Alors, en France, là encore, vous le savez, il y a des pouvoirs. Il y en a un qu'on redoute un peu, c'est quand même celui de la justice. Pourtant, les gens disent, à peine 20% estiment que la justice est bien rendue en France, parce que finalement on a peur, et on pense toujours que dès qu'on va avoir affaire à la justice, à moins d'avoir un très très grand avocat, ça va mal finir pour nous. Alors il y a des magistrats, des greffiers, toutes les professions, et donc avec Jérôme Posa, leur président, qui ont décidé une chose, c'est de réunir dans une même association les usagers de la justice et les magistrats. Parce que très souvent, moi, allez, petit clin d'œil, j'ai été conseiller du garde des Sceaux, donc je sais ce que c'est que des magistrats. Ce sont souvent des gens qui ont une carrière très institutionnelle, exactement, et puis qui veulent rester d'ailleurs dans une forme de réserve, même si vous avez un des plus grands magistrats dans les vraies voies, je crois, de 17h. Il est sorti de sa réserve, c'est bon. Il s'est lâché. Souvent de sa réserve. Voilà, donc Jérôme Posa, et puis peut-être il rappellera les deux autres cofondateurs, ils ont lancé ce collectif Amour de la justice. C'est un très joli nom d'association. Avec un manifeste d'ailleurs. Et ils sont capables en effet de parler de tous les sujets. J'ai souhaité avec vous, Philippe
et Cécile, qui nous parlent ce soir peut-être d'un sujet quand même assez difficile à traiter, mais qui nous aide à y voir clair dans cette question des violences faites aux femmes, puisque c'est dans l'actualité. Et puis peut-être que nous lancions une forme d'appel à toutes les associations qui luttent dans ce domaine-là pour les rejoindre de façon à créer une dynamique, mais aussi d'être sur un recul aussi par rapport à cette situation qui est beaucoup liée à l'émotion, il faut le dire. Jérôme Posa, que vous inspire la situation actuelle où l'on assiste entre autres à un déballage médiatique sur ces questions douloureuses des violences faites aux femmes ? Ça m'inspire la chose suivante, c'est qu'on va encore demander des comptes à la police et à la justice, mais je voudrais juste faire remarquer que les deux affaires emblématiques qui animent l'actualité en ce moment, c'est-à-dire l'affaire Quatennens et l'affaire Hélène Devinck, l'affaire PPDA, ça concerne le politique et les médias. Première chose que je voudrais mettre en avant, c'est... Comme l'affaire Bayou d'ailleurs. Voilà. Que font les organes politiques, que font les organes médiatiques par rapport à la déontologie interne ? Je pense que ça commence par là et que effectivement ce qui se passe en ce moment, la libération de la parole de la femme, c'est une très bonne chose pour la société, mais on est à un moment de bascule où la société patriarcale est en train de vaciller. La justice, nous, on va arriver après. D'accord, mais voilà, c'est quelque chose que je voulais mettre en avant parce qu'on vient toujours demander des comptes à la justice, mais en premier lieu, il y a d'abord la déontologie, il y a d'abord un petit peu cette question sociétale qui est en avant. Une petite question sur l'affaire de Sandrine Rousseau, le fait de balancer, soyons clairs, à l'antenne, que une jeune femme a tenté de se suicider. Là, on est aussi dans c'est préjudiciable ou pas ? Enfin, c'est très préjudiciable pour la personne qui n'a pas demandé son avis, en fait. C'est ça. Alors, le problème, c'est que là, comme d'habitude en France, on a du mal à trouver un juste milieu. Il va falloir le trouver très rapidement, sous peine de faire du mal à beaucoup de gens. Je pense que les femmes, dans leur combat, ce qu'elles veulent, avant toute chose, c'est être écoutées, entendues et de façon correcte. Je relisais cet après-midi, parce qu'avec l'idée de vous voir ce soir, la circulaire de politique générale du garde des Sceaux, qui date d'il y a 3 jours, 23 septembre 2022. Je vous dis, sur ce sujet-là, la phrase suivante. Le garde des Sceaux demande à ce que les plaintes relatives à des violences commises au sein de la sphère familiale doivent être toutes traitées et donner lieu à audition de la plaignante. Quand on lit ça, quand on est magistrat, normalement ça coule de source. On est en 2022 et le garde des Sceaux demande encore à ce que toutes les plaintes soient traitées, à ce que toutes les femmes soient auditionnées. Donc la première chose à faire là-dedans, c'est effectivement écouter ces personnes, les écouter, mais de façon spécialisée, pas n'importe comment, comme on faisait jusqu'à présent, pas comme un numéro de dossier, juste comme une personne. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai entendu un petit peu les débats, j'ai essayé de regarder parce que je savais que j'allais passer à cette émission. Je vais pas, bien entendu, j'ai un devoir de réserve et je suis pas Philippe Bilger, j'ai pas encore cette notoriété pour aller, porter une parole, on va dire, aussi librement que la sienne. Mais ce que je peux dire en écoutant tout ça, c'est que il faut que sur ces sujets-là, nous gardions les axes droits de notre état de droit, c'est-à-dire la présomption d'innocence et le principe du contradictoire. Donc oui, il faut écouter les femmes, mais comme le dit le président Macron, c'est là que je suis pas très d'accord quand il dit je vous crois, attention, parce que je vous crois, ça voudrait dire que les hommes sont tous, voilà. En revanche, ce qu'on pourrait dire, c'est qu'il y ait une présomption de crédibilité pour ces femmes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, pour le moment, à chaque fois qu'on leur demandait de parler, soi-disant, c'était derrière une petite manipulation pour obtenir de l'argent. Vous voyez, ce regard très masculiniste et très condescendant sur la condition de la femme. Donc, présomption de crédibilité, mais derrière, respect du contradictoire, respect de la présomption d'innocence. Donc, faisons les choses bien. Ici, c'est parlons vrai, parlons juste également, faisons les choses bien, mais justement. Jérôme Posa, comment veiller au respect des procédures sans donner le sentiment de minimiser les faits, ce qui arrive souvent malheureusement? C'est ce que je pense que c'est dans la droite ligne de ce que je suis en train de dire. Là, je suis aujourd'hui sur une formation qui concerne la justice dans les tourments de l'histoire, et on parlait de justice antiterroriste, et notamment du procès V13, et notamment du recueil de la parole des victimes. Encore une fois, et pour avoir pris la parole tout à l'heure, et des victimes m'ont répondu, ce qu'elles attendent d'un procès initialement, c'est d'être écoutées, respectées, considérées. Ce qu'on appelle l'empathie, vous savez, se mettre à la place de quelqu'un d'autre,
considérer l'autre. Ça, c'est la première chose. Donc, comment faire? Parce que la procédure est difficile, la procédure peut être lente, mais avant toute chose, les considérer tout au long de la procédure. Pas simplement prendre 3 lignes sur un bout de papier, faire une audition de plaignant, la transmettre à un magistrat, les accompagner tout au long de ce parcours procédural. Ça veut dire qu'il va falloir former forcément les récipiendaires, ceux qui vont recevoir ces témoignages qui aujourd'hui, pour le coup, je pense, sont un petit peu perdus quand même. Mais là, je veux rassurer les citoyennes et les citoyens qui nous écoutent. Cette formation, elle a commencé chez les policiers et elle est commencée depuis bien longtemps chez les magistrats. Donc on a des formations même communes. Comment recueillir la parole de la femme, comment l'écouter, comment lui redonner son respect, sa considération. C'est décliné au niveau de la formation initiale des jeunes stagiaires magistrats, c'est décliné au niveau de la formation continue des magistrats en formation, des policiers en formation. Donc tout ça va dans le bon sens, mais ça prend du temps. On est à un basculement, on va dire, sociétal actuellement, et c'est l'effondrement d'une société patriarcale. Donc ça prendra du temps forcément. Et c'est pour ça que dans le travail de cette association Amour de la Justice, il y a un beau message. C'est-à-dire que les associations, par exemple, qui luttent contre les violences faites aux femmes, ne vont pas se retrouver seules face à ce qu'elle pourrait être le mur de la justice. Au contraire, là, elles vont avoir un accompagnement. Ça veut dire que d'un côté, usagers et professionnels de la justice, de l'autre côté, par exemple, ces associations spécialisées, enfin, elles vont pouvoir se parler. Et je pense comme même... Léa Solidarité Femmes. Que ce sera un des beaux thèmes, peut-être à venir. Il faut s'appuyer là-dessus, je pense. Du G500 avec, par exemple, Léa Solidarité Femmes. L'association, dans son objet, justement, a vocation à englober notamment ces associations qui aident les femmes en difficulté ou les femmes victimes pour justement échanger. Que d'un côté, elles donnent aux professionnels leur ressenti et que de l'autre côté, le professionnel leur donne une vision pédagogique de ce qu'est la justice, de ce que sont les contraintes et de ce que va être le parcours procédural. Donc ce soir, c'est un peu un appel qu'on peut lancer aussi. Il y a un travail à faire en commun, justement, que si possible, ces points de vue ne soient pas écartés, très distants les uns des autres. Et ça sera un des beaux thèmes, peut-être, dans l'année encore, ou sur lequel nous reviendrons. Aurélie Gros disait à l'instant Léa Solidarité Femmes, voilà une belle association qu'on a envie d'inviter, si bien sûr Cécile. On a envie de les inviter, on a envie de les aider, puisque l'intérêt de ces associations, c'est leur donner une fenêtre, en tout cas, pour en parler, et ce que je disais tout à l'heure, un effet projecteur. Merci beaucoup Jérôme Posa d'avoir été avec nous, président de ce collectif national, ça s'appelle Amour et de la justice, et vous pouvez aussi lire ce manifeste que vous avez écrit, rappelez-moi le titre. Manifeste pour une justice humaine et indépendante, coécrit avec Marie Bougnou et Laurent Sebag, 2 amis magistrats. Voilà, excellent. En tout cas, merci d'avoir été avec nous tous. Merci Stéphane Pellet, merci Aurélie Gros. Merci. Mais derrière, on a le TGV, le loft. Derrière, ils arrivent comme des balles. Bonjour, comme un dingue, je suis lancé à bloc, je vais faire du vent. Il y a du vent, vous allez me voir passer, vous allez être tout dépeigné, surtout Philippe. Merci. Ouais, c'est pas gagné. Et nos invités ce soir, on va chanter avec qui? Mais oui, on va chanter avec Camille et Julie Berthollet, les virtuoses, les jeunes virtuoses, violoncelle et violon ici en live, en direct, et piano, et également avec Pierre Donoré pour son 3e album. Et puis on parlera de l'incroyable Neil Young à travers un livre sur les 7 décennies au sommet du rock avec Alain Gardinier ce soir. Eh ben, on va bien s'amuser encore, et c'est jusqu'à 21h. Juste après, ce sera Jacques Pessis, demain matin Benjamin Glaise, après le Grand Matin, Sud Radio avec Patrick Roger. Et nous, on vous retrouve demain à 17h, Philippe David. Avec grand plaisir, ma chère Cécile, mais tout de suite, conseil de famille, Stéphane Moller.